programme vous est offert par Illico Cash. Après les pertes en vies humaines et dégâts matériels importants enregistrés à la prison centrale de Makala lors de la tentative d'évasion, les conditions de vie des détenus laissent à désirer. Pour éviter les chaos de voix s'élèvent pour l'ouverture de enquêtes indépendantes et la délocalisation de certains prisonniers. Clôture du forum économique RDC-Chine sur les investissements hier à Beijing par le ministre de Transport congolais. C'était un cadre de discussion entre plus de 300 participants chinois et congolais sur les opportunités d'affaires qu'offre la RDC. Au deuxième jour de son voyage en Asie du Sud-Est et en Océanie, le pape François a célébré une messe et a souligné l'importance de la tolérance et de l'harmonie entre les différentes communautés religieuses. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. Incident meurtrier est survenu dans les premières heures du lundi à la prison centrale de Makala. De 2 à 129 morts. Le sujet continue de faire polémique et les réactions pleuvent dans tous les sens. Les personnalités politiques et les organisations de la société civile exigent des enquêtes indépendantes afin d'établir les responsabilités. Parmi ces réactions, l'opposant Fayoulou estime qu'il est impératif que les acteurs politiques incarcérés soient immédiatement libérés ou délocalisés. Détail avec Héritier Ntamboua. C'est un sujet qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et salive, mort d'homme à la prison centrale de Makala. Autour du dernier bilan faisant état de 129 morts communiqués mardi par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, les questions demeurent et les sujets fait débat. Des personnalités, des structures des droits de l'homme, des citoyens, tous condamnent avec fermeté ce que certains qualifient du carnage et appellent aux sanctions sévères. Martin Fayulu, lui, candidat malheureux à la présidentielle de 2023, porteur de la proposition sur le dialogue national, a appelé ce mercredi via son compte X à la libération immédiate des acteurs politiques incarcérés tels que Jean-Marc Kabound et Mike Mukebai. L'opposant Martin propose par ailleurs leur assignation à résidence sous protection policière pour garantir leur intégrité physique. Selon les journalistes Stanis Boujakira, la prison de Makala reste une antichambre de l'enfer où la survie est un miracle. Il pense que beaucoup de gens se sont au marché dessus. Selon lui, il ne faut pas exclure le fait qu'il y ait certains morts par étouffement au regard de la surpopulation de la prison. Sur les antennes des TV5 Monde, les journalistes Stanis Boujakira révèlent qu'à Makala, l'État est observateur, les détenus livrés à eux-mêmes. Vu de l'intérieur, la sécurité de la prison est assurée par les prisonniers eux-mêmes. Dans chaque pavillon, ajoute-t-il, il y a un gouvernement composé des détenus qui administre et assure la sécurité. Notons que vu l'état actuel de la prison, tel que présenté par des personnes, vu les conditions inhumaines et déplorables auxquelles vivent les détenus, certains voix estiment qu'il est plus qu'urgent de désengorger la prison pour éviter le pire. 290 vendeurs au total, victimes de l'incendie qui a consumé le pavillon 5 du marché de la Liberté situé dans la commune de Massina. La nuit du 24 au 25 août dernier viennent de bénéficier en urgence une aide financière du gouvernement central. C'était au cours d'une cérémonie au jardin de Premier à la Primature. Cette intervention du gouvernement a pour objectif de permettre à ces vendeurs de subvenir aux besoins de leur ménage pendant cette période de la rentrée scolaire. Une commission avait été mise sur pied pour élaborer la liste définitive de tous les sinistrés ayant effectivement perdu leurs biens à la suite de l'incendie. Liste définitive exigée par la première ministre en vue de s'assurer qu'il s'agit de vrais sinistrés devant bénéficier de l'aide du gouvernement. La même commission doit procéder à l'évaluation des pertes en marchandises et d'autres matériels en vue d'envisager une indemnisation comme soutien à la reprise des activités. En outre, il est prévu de réhabiliter dans les brefs délais les pavillons 5 où 138 tables ou échoppes ont été entièrement consumées par les feux et de mettre en place des sapeurs-pompiers et de moderniser les 10 marchés. En tout cas, merci au gouvernement. Merci au président, merci à maman ministre.
On dit merci au chef de l'État et à la première ministre pour cette assistance. On ne croyait pas qu'elle pouvait réaliser sa promesse. En tout cas, un grand merci à madame la première ministre pour cette assistance qui va nous permettre de relancer nos activités et surtout payer des fournitures scolaires pour nos enfants. Cette cérémonie de remise de l'aide gouvernementale s'est déroulée en présence des ministres délégués près les ministres de l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, Didier Ntengue Telito, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, du ministre provincial de l'Intérieur, la ville de Kinshasa, Chéri Chitenga, et du député national Ogi Kalonji de la circonscription électorale de la Tchangou. Représentant le chef de l'État, le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a clôturé hier à Beijing, en Chine, le Forum économique République démocratique du Congo-Chine sur les investissements. Durant 2 jours, les participants ont présenté les opportunités d'échanges commerciaux sino-congolais dans des secteurs clés comme le numérique, les infrastructures, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les mines et l'énergie. Le forum économique RDC-Chine a été organisé en marge du forum sur la coopération Chine-Afrique FOCAC qui s'ouvre ce mercredi 4 pour se clôturer le vendredi 6 septembre 2024 à Beijing toujours. Et à l'occasion de ce forum, le gouverneur de province congolaise du Haut-Katanga, du Lualaba et de Kinshasa ont présenté des projets d'investissement dans la rénovation, l'assainissement urbain, la distribution d'eau, la production d'énergie verte, le tourisme et l'éducation. Focus sur le gouverneur du Haut-Katanga, Jackie Aboula, qui a étalé devant les bailleurs de fonds chinois les priorités de sa province, entre autres l'urgence du maïs, la construction d'un aéroport international à Lubumbashi et d'autres projets. Moi particulièrement, j'ai parlé de la province du Haut-Katanga qui a accueilli plus d'une trentaine de sociétés chinoises qui exploitent le cuivre principalement et le cobalt. Et l'impact n'est pas négligeable sur terrain, l'impact sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, mais aussi sur le plan social. Nous avons soumis des projets qui sont prioritaires. Aujourd'hui, avec l'exploitation des mines dans notre région, nous avons un déficit en termes de production agricole, ce qui veut dire que nous avons besoin d'être appuyés. Le projet consisterait à cultiver 100 000 hectares l'an de maïs et pour ça, nous avons besoin d'un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine, soit accéder au crédit chinois, soit avoir des investisseurs chinois qui viennent œuvrer dans ces secteurs. Profitant de son séjour au Nord Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Azida Mounana, a été reçue par l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, avec qui elle a échangé sur un partenariat entre son ministère et l'orphelinat Don Bosco dans les prochains jours. Ces échanges s'inscrivent dans la vision de l'accompagnement de l'Église catholique aux actions du ministère des Affaires sociales. Dans le cadre d'un partenariat qui sera conclu entre l'orphelinat Don Bosco et le ministère des Affaires sociales dans la prise en charge des enfants victimes de la guerre et leur scolarisation, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, accompagnée de la députée nationale Magui Rwakabouba, élue de Rutshuru, a été reçue par Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, auprès de qui elle a reçu la bénédiction et la promesse d'être accompagnée. J'ai beaucoup aimé de voir son souci qu'elle a de pouvoir venir en aide aux enfants orphelins des militaires qui sont morts sur le champ de bataille, dont les parents ont versé leur sang pour ce pays. Il est important que ces jeunes-là qui sentent que le pays les aime, et le pays les considère, le pays veut les aider à devenir quelqu'un dans leur vie parce que leurs pères ont vraiment versé leur sang. Direction Don Bosco. Après avoir palpé les réalités de l'orphelinat, Aziza Mounana a remis un lot important des vivres et non-vivres pour une période de 3 mois. Ces gestes n'ont pas laissé indifférent l'élu de Rutshuru. Moi j'ai beaucoup aimé parce que je vois que c'est une femme de terrain. Aujourd'hui on a fait quasi 3 activités. L'orphelinat, ici au Don Bosco, et puis elle pose des actes. C'est ça qui est bien. Elle pose des actes. Là où elle a fait des promesses,
Par exemple, ici à l'école Don Bosco, il avait promis d'accompagner les prêtres. Voilà, donc l'orphelinat a pu avoir un stock de nourriture et ça fait quand même chaud au cœur. Pour le père Kizito, responsable du centre Gangui de Don Bosco, Aziza Mounana a su imprimer en quelques mois la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la recherche de l'amélioration du social, ce qui justifie son abnégation dans la quête du bien-être social tel que voulu par le gouvernement souminois. Et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a, dans une décision signée le 2 septembre 2024, décrété un embargo de 30 jours contre le journaliste Mills Tshibangu. Il est reproché à ce dernier d'avoir tenu un point de presse au cours duquel il s'est attaqué à l'inspection générale des finances alors que les délais de suspension de son documentaire courent encore. Durant un mois donc, Mills Tshibangu ne pourra passer dans le média opérant en République démocratique du Congo ni dans la presse en ligne, encore moins dans les réseaux sociaux sous peine de sanctions prévues par la loi. Dans l'actualité également, lors de sa visite de 3 jours en Indonésie, pays à majorité musulmane, le pape François y a dit la messe dans laquelle le souverain pontife a fait de la défense de l'environnement un leitmotiv de son pontificat, lançant un nouveau cri d'alarme portant sur l'amour, la lutte contre le réchauffement climatique. Une visite qui s'articule aussi autour du dialogue islamo-chrétien avec une rencontre interreligieuse prévue jeudi dans la plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est. La discrimination croissante envers les minorités religieuses sera également à l'ordre du jour. Et suivez un extrait du pape François. Il est triste de se diviser parce que, au lieu de jouer en équipe, on fait le jeu de l'ennemi. Le diable est celui qui divise. C'est un artiste pour faire cela. Ça fait sa spécialité. Et nous, on voit des évêques déconnectés entre eux, les prêtres en tension avec l'évêque, les personnes âgées en conflit avec les plus jeunes, les diocésains contre les religieux, les prêtres contre les laïcs, les latins contre les grecs. On se polarise sur des questions qui concernent la vie de l'Église, mais aussi sur des aspects politiques et sociaux en s'accrochant à des positions idéologiques. Ne laissez pas vous emporter par l'idéologie. La vie de foi, ce n'est pas une idéologie. Ça appartient au diable, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Le premier travail pastoral est le témoignage de la communion. Parce que Dieu est communion et est présent là où il y a la charité fraternelle. Surmontons les divisions humaines pour travailler ensemble dans la vigne du Seigneur. Immergeons-nous dans l'esprit de l'Évangile. Enracinons-nous dans la prière, en particulier dans l'adoration et dans l'écoute de la parole de Dieu. Cultivons la formation permanente, la fraternité, la proximité et l'attention aux autres. Un grand trésor nous a été mis entre les mains. Ne le gaspillons pas en suivant des réalités secondaires par rapport à l'Évangile. En Ukraine, dans le cadre du remaniement gouvernemental, au moins 6 responsables politiques ukrainiens, dont les ministres des industries stratégiques, de la justice et de l'environnement, ont déposé leur démission. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite notamment renforcer la confiance envers son gouvernement à l'heure où le pays fait face à des défis majeurs, notamment les bombardements russes au quotidien. À cela s'ajoute la demande de la démission du chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba, une des voies clés de son pays depuis la crise avec la Russie. Remaniement en Ukraine, 6 hauts responsables ukrainiens, dont plusieurs ministres, ont démissionné comme annoncé par le président ukrainien. Ces vastes remaniements visent à renforcer la confiance dans le gouvernement, alors que l'Ukraine continue de faire face à des défis majeurs, notamment le bombardement russe quotidien. Au moins 6 responsables politiques ukrainiens, dont des ministres, ont présenté leur démission. Un conseil présidentiel a été limogé en amont, selon le parti au pouvoir. Ces remaniements majeurs du gouvernement, après plus ou moins 2 ans et demi de guerre, peut être attendu cette semaine. En outre, plus de 50% de membres du gouvernement sera remplacé. À en croire David Arakamia, chef des files de parlementaires du parti au pouvoir. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, une des voix clés de son pays depuis le début de l'invasion russe, a demandé au Parlement d'accepter sa démission.
Selon la lettre qu'il a publiée sur les réseaux, ce ministre populaire qui occupe cette fonction depuis 2020 a demandé la démission en plein remaniement ministériel auprès du gouvernement ukrainien. Ce ministre populaire qui occupe cette fonction depuis 2020 a demandé la démission en plein remaniement ministériel auprès du gouvernement ukrainien, annoncé sur les réseaux sociaux le président de l'Assemblée. Le président Volodymyr Zelensky va tenter de renforcer sa confiance dans son équipe en nommant un nouveau gouvernement qui devra faire face aux nombreux défis au moment où le pays est confronté à de nombreux problèmes sécuritaires. Par ailleurs, plusieurs ministres avaient déjà présenté leur démission, notamment ceux des industries stratégiques, de la justice, de l'environnement. La question reste celle de savoir jusqu'où compte s'arrêter le président ukrainien face à la menace russe. On revient au pays pour parler sport. Les Léopards seront en double séance d'entraînement ce mercredi en prévision du match contre la Guinée ce vendredi à Kinshasa. 24 Léopards sont déjà sur place et les derniers convoqués arrivent ce mercredi. Et pour ce match, les joueurs et le staff technique se montrent optimistes. Christian Boukaya nous en parle dans ses commentaires. Au total, les 20 léopards sur les 24 présents à Kinshasa en prépare à cette première séance d'entraînement sous la supervision de Sébastien Desabre au stade de Marseille de la Pentecôte. Pour cette première séance d'entraînement, le joueur convoqué a montré beaucoup d'engagement et de détermination pour mieux débiter ses éliminatoires de la CAN et éviter les faux pas des derniers éliminatoires de la CAN 2023. De son côté, Sébastien Desabre reste optimiste. En tout cas, en deux parties, les qualifications qui vont se faire en trois mois en fait. Donc nous, on l'aborde comme une compétition. Toutes les équipes sont sur la même pied d'égalité et qu'il faut bien aborder ce premier match pour être bien lancé dans la qualification. On va avoir des adversaires qui sont difficiles devant nous. Comme d'habitude, on va être le plus sérieux possible pour essayer de démarrer cette campagne de qualification par une victoire. Sur les 3 gardiens convoqués, qui sera titularisé? Dans ce poste-là, on a la chance d'avoir trois bons gardiens. Je pense qu'on est monté en value sur ce poste par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. On prépare également un 4e gardien qui est Waska Bamba, qui n'est pas dans ce regroupement, mais qui a déjà un peu d'expérience avec l'équipe nationale. Donc le choix sera fait avant le match, bien entendu, et vous le saurez. Mais pour rappel, la RDC affrontera la Guinée ce vendredi à 17h avant de s'envoler pour Dar es Salaam, où elle sera reçue par le Walia d'Éthiopie. Place au rappel des titres à présent. Après les pertes en vies humaines et dégâts matériels importants enregistrés à la prison centrale de Makala lors de la tentative d'évasion, les conditions de vie des détenus laissent à désirer. Pour éviter les chaos de voix se lève pour l'ouverture des enquêtes indépendantes et la délocalisation de certains prisonniers. Clôture du Forum économique RDC-Chine sur les investissements hier à Beijing par le ministre des Transports congolais. C'était un cadre de discussion entre plus de 300 participants chinois et congolais sur les opportunités d'affaires qu'offre la RDC. Au deuxième jour de son voyage en Asie du Sud-Est et en Océanie, le pape François a célébré une messe et a souligné l'importance de la tolérance et de l'harmonie entre les différentes communautés religieuses. Restez avec nous, la revue de presse c'est dans un instant. Et c'est avec Nathan Diamoté que nous allons parcourir le journal paru ce mercredi. Bonjour Nathan. Bonjour Bédrine, merci. À la une de votre sélection, carnage lors de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Le bilan officiel est largement commenté par les journaux. Ici d'informations. Eh bien, Bédrine Kege, le journal paru aujourd'hui s'intéresse essentiellement au bilan officiel du carnage lors de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Forum des As rapporte en mettant sur sa manchette les bilans officiels fait état de 129 morts et 59 blessés. Dans son tabloïd rapporte la situation qualifiée de dramatique par plusieurs observateurs a conduit à une réunion des crises convoquée d'urgence par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, avec les responsables des services des défenses et des
télésécurité. Il précise que lors de cette rencontre, il a été également rapporté que 59 blessés sont actuellement pris en charge par les gouvernements pour des soins appropriés. Les premières informations font état des quelques cas de viols commis à l'encontre des détenus, aggravant encore le lourd bilan de cet événement tragique. De l'autre côté, Bédrine, Econews pointe tragique de Makala, 129 morts de trop pour ces quotidiens si l'on s'en tient au bilan officiel annoncé par les ministres de l'Intérieur. 129 prisonniers qui tentaient de s'évader auraient succombé sous les balles de la police et des militaires de garde, bien que des sources indépendantes font état d'un nombre plus élevé des morts et des blessés. La tragédie de Makala était d'autant plus imprévisible que le nouveau ministre de la Justice, Constant Mutamba, a entrepris de désengorger la prison, conclut cet quotidien. Les sites internet wise.cd évoquent également la même information sur le plan matériel. Le gouvernement qui déplore l'incendie des bâtiments administratifs, les greffes, l'infirmerie et les dépôts des vivres. D'après ces médias en ligne, Bédrine, les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Et Bédrine, pour finir ces tours d'horizon, quant au journal Info 27 qui rappelle que la prison centrale de Makala, la plus grande du pays, est conçue pour accueillir 1500 détenus. On héberge actuellement 7 voire même 8+. Et on va finir avec ce sujet en international. Visite de Poutine en Mongolie. L'Union européenne manifeste son inquiétude. Eh bien, Bédrine, l'actualité à l'international reste dominée par la visite du président russe Vladimir Poutine en Mongolie. Nous retrouvons cette information à la une du média Le Courrier qui, d'après lui, la visite du président russe en Mongolie depuis lundi est un pied de nez à la justice internationale. D'un média à un autre, Yahoo Actualité de France 24 rapporte que Vladimir Poutine a bénéficié d'un accueil en grande pompe en Mongolie lors d'une visite de 24 heures, malgré les appels internationaux pressant les autorités mongolaises de l'arrêter. Il précise également dans le cœur de son article que le président russe, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis mars 2023, est pourtant revenu sans encombre en Russie mardi soir. Une visite exprès sans être inquiété. Le président russe Vladimir Poutine a été accueilli sur un tapis rouge en Mongolie lundi 2 septembre lors de sa première visite dans un pays membre de la Cour pénale internationale depuis que celle-ci a émis un mandat d'arrêt en son encontre. Merci Nathan pour ces détails. C'est moi qui vous remercie, Bédrine. Et c'est également la fin de ce journal. Merci de votre attention soutenue. Pour plus d'infos, rejoignez-nous sur Banamboka Congo via YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.